Bonjour et bienvenue au deuxième webinaire de la série Vivre au quotidien présenté par Parkinson Québec. Cette programmation de 6 conférences porte sur des sujets reliés à la maladie de Parkinson. Je me présente, je m'appelle Claudinelle et je serai votre modératrice pour l'événement. Je tiens à vous remercier d'être présent pour la présentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le webinaire permettra de répondre à la question suivante. Comment l'activité physique peut-elle aider pour la maladie de Parkinson? J'aimerais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Julie Messier. Madame Julie Messier est professeure titulaire au département de kinésiologie de l'Université de Montréal. Kinésiologue de formation, Madame Messier est également une chercheuse spécialisée en neurosciences du mouvement au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Elle s'intéresse particulièrement aux troubles du mouvement dans la maladie de Parkinson. Avant de lui céder la parole, j'aimerais vous informer que vous trouverez en bas à gauche une boîte où vous pouvez inscrire vos questions. Les questions techniques en lien avec la plateforme web seront répondues immédiatement dans le clavardage. Pour les questions portant sur le sujet d'aujourd'hui, notre conférencier se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation lors de la période de questions. Sur ce, je me fais un plaisir de vous céder la parole à Madame Messier. Alors, bonjour, bienvenue. Merci à Parkinson Québec pour cette invitation de présenter un webinaire. Alors, bienvenue audience réelle, bienvenue audience virtuelle. Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur comment l'activité physique peut aider pour la maladie de Parkinson. Donc, un sujet qui me tient à cœur et dans lequel je crois énormément, surtout en lien avec les données récentes dont je vais vous parler aujourd'hui, supportant les bénéfices de l'activité physique pour les gens atteints de la maladie de Parkinson. Alors, je suis contente de vous parler de ce thème-là qui, aujourd'hui, en 2016, est considéré l'exercice donc comme la première approche qui assiste le traitement médicamenteux dans la maladie de Parkinson. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté à mes présentations dans le passé, j'utilise toujours mon approche pour vous convaincre de faire de l'activité physique sous forme d'un plaidoyer en faveur de l'exercice, donc une plaidoirie. Vous aider à développer des arguments pour vous convaincre de faire de l'activité physique. Alors, un petit peu à la manière de la sécurité routière. Alors, j'utilise une petite approche par la peur. Je veux vous parler des risques de l'inactivité physique. Donc, l'inactivité physique, c'est risqué. Ça comporte des risques d'adopter un style de vie inactif. L'activité physique, les bénéfices, donc faire de l'activité physique comporte de nombreux bénéfices. Alors, j'espère vous rassurer à cet effet-là durant ma présentation et tout particulièrement, j'aimerais vous parler de l'activité physique et la maladie de Parkinson. Que savons-nous réellement? Alors, à l'heure actuelle, avons-nous des données probantes qui supportent l'idée que l'activité physique comporte des bénéfices, mais aussi avons-nous des données qui nous permettent de mieux comprendre comment faire de l'activité physique pour avoir le plus de bénéfices possible. Donc, ça serait quoi mon plaidoyer? J'utilise une approche peut-être un petit peu dure à la manière un petit peu de l'approche de la sécurité routière. Je vous fais peur un petit peu en commençant. Je vous fais peur en vous disant l'inactivité physique, c'est risqué. Donc, adopter un style de vie sédentaire, être inactif physiquement, ça comporte des risques importants pour la santé. Bien entendu, mon objectif va être de vous rassurer en vous disant l'activité physique comporte de nombreux bénéfices. De nombreux bénéfices soutenus par la littérature scientifique actuelle. Et un de mes objectifs tout particulièrement importants aujourd'hui, c'est le troisième point, l'activité physique et la maladie de Parkinson. Que savons-nous réellement en 2016? Ça fait longtemps que j'adresse ce point-là, mais aujourd'hui, plus que jamais, la science est forte de données qui sont très probantes concernant les bénéfices de l'activité physique. Alors, voilà. Je commence mon plaidoyer en vous présentant des pantoufles, une télévision et puis un sofa. Alors, bien entendu, tout le monde comprend ce dont il s'agit. Je porte la pantoufle, j'écoute la télévision, j'utilise le sofa, moi aussi. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Mais mon message est le suivant. Si vous pratiquez
de façon intense ces activités. Donc, ce sont des activités à haut risque. Si vous les pratiquez de façon intense, de façon régulière et avec très, très longue durée, vous vous exposez au risque de l'inactivité physique. Donc, au risque d'adopter un style de vie inactif. Alors voilà, mon premier message, c'est de vous informer que l'inactivité physique augmente le risque de souffrir de plus de 25 conditions chroniques. Parmi celles-ci, j'en ai ciblé quelques-unes, les plus importantes. Vous vous exposez à de plus grands risques de souffrir de maladies cardio-respiratoires, donc cardiovasculaires, ces fameuses maladies coronariennes. Vous vous exposez également à de plus hauts risques de souffrir d'un accident vasculaire cérébral. Ce fameux blocage d'artères ou de veines du cerveau qui peuvent interférer avec les activités de la vie quotidienne, que ce soit la mobilité, le langage ou la capacité de bien réfléchir. Le diabète de type 2, qu'on appelle aussi le diabète sucré. Hein, dans la même catégorie, on peut penser à l'hyperglycémie. Vous pouvez aussi souffrir davantage d'hypertension artérielle, considéré comme le plus grand facteur de risque de maladies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébrales. Vous vous exposez aussi à de plus grands risques de souffrir d'ostéoporose. Ça, c'est une condition naturelle. Avec l'âge, avec la maladie de Parkinson, il existe une fragilisation osseuse. Alors, c'est plus important avec l'âge, c'est encore plus important avec la maladie de Parkinson, mais l'activité physique permet de prévenir l'ostéoporose et également, vous vous exposez à de plus grands risques de souffrir d'un cancer du sein et du côlon. Donc, voilà des risques importants. C'est des risques pour la population en général et dans certains cas, c'est des risques plus élevés si vous avez la maladie de Parkinson. Alors voilà, la fin de mon plaidoyer en ce qui concerne les risques de l'inactivité physique concerne cette figure qui présente le cercle vicieux de l'inactivité physique. Alors, pour ceux qui ont la maladie de Parkinson, qui sont des proches aidants de gens qui ont la maladie de Parkinson ou qui travaillent avec des gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, vous savez sûrement que la maladie de Parkinson est associée à des symptômes moteurs. Donc, ça interfère avec la motricité, la mobilité. Ici, je cite des aspects des symptômes moteurs qui sont importants, les troubles liés à la marche, les instabilités posturales, et ça va tout ensemble, les risques de chute. Alors, ça fait partie de la maladie de Parkinson. À gauche, à droite, voilà, à droite, si on regarde la figure, on sait de façon encore plus intense, on entend plus parler au cours des dernières années, la maladie de Parkinson est également associée à ce qu'on appelle des symptômes non moteurs. C'est bien établi. La maladie de Parkinson peut être associée à la dépression. Parfois, elle précède la maladie de Parkinson, donc ça fait vraiment partie de la maladie. Ce n'est pas nécessairement suivant l'annonce du diagnostic. L'apathie, donc une perte de motivation, ensuite de ça, un certain déclin cognitif, que je vais aborder brièvement à quelques reprises, mais que mon collègue Jean-François Gagnon va vous exposer plus en détail ces aspects-là. C'est un spécialiste des aspects cognitifs en Parkinson. Donc, la maladie de Parkinson provoque des symptômes moteurs, des symptômes non moteurs, et ensemble, ces symptômes-là augmentent la probabilité que la personne adopte un style de vie sédentaire ou ça donne à l'inactivité physique. La moins bonne nouvelle, c'est que c'est un cercle vicieux. La personne atteinte de Parkinson qui a un mode de vie sédentaire ou qui s'adonne à l'inactivité physique, qu'est-ce qui arrive? C'est que les flèches sont dans les deux sens dans ce schéma-là. Il y a également une flèche qui retourne aux symptômes et ça laisse entendre que les symptômes, aussi bien moteurs que non moteurs, sont amplifiés dans la maladie de Parkinson quand on adopte un style de vie sédentaire. Et en retour, on augmente la probabilité de souffrir de comorbidité ou de problèmes associés, de complications comme, on l'a dit tantôt, les maladies cardiovasculaires et l'ostéoporose. Donc, c'est le cercle vicieux auquel est confronté les gens atteints de Parkinson s'ils adoptent un style de vie inactif. Alors, bien entendu, moi, je vous fais peur un peu, mais j'espère que je vais tout utiliser mes connaissances ici pour vous rassurer en vous parlant des bénéfices.
c'est connu aujourd'hui. L'activité physique, sans contredit, comporte de très grands bénéfices à plusieurs niveaux. Je vais vous présenter des données récentes à ce niveau-là. On va parler donc d'amélioration de la cognition qui est affectée dans la maladie de Parkinson. On va y revenir, mais on peut penser à mémoire à court terme, attention, capacité de planifier, d'organiser les activités de la vie de tous les jours. Des évidences aussi à l'effet, évidemment, que l'activité physique peut aider à la prévention de l'ostéoporose, on en a parlé, prévention des maladies cardiovasculaires, prévention de la dépression, amélioration du sommeil. Dans les conférences Marcher sous la pluie, mon collègue Jean-François Gagnon, aussi un spécialiste du sommeil, en a parlé. C'est quelque chose qui est associé au Parkinson, mais qui s'améliore avec l'activité physique. Les données probantes le prouvent. Diminution de la constipation, quelque chose qui est aussi un symptôme de la maladie de Parkinson. Diminution de la fatigue. Oui, quand on fait de l'exercice, on a une fatigue immédiate. Mais si on persiste, on va développer une endurance et on va diminuer notre fatigue générale, mais aussi notre fatigabilité, la rapidité avec laquelle la fatigue s'installe. Amélioration de la performance motrice de façon générale, une meilleure mobilité. On va en reparler. Et voilà. Excuse-moi, c'est l'image. Je suis. Voilà, amélioration de la performance motrice. Et j'ai mis ici en bleu. Parce que ces deux aspects qui sont très bien documentés chez l'animal, des données extrêmement encourageantes, mais pas encore tout à fait étudiées chez l'humain. Amélioration de l'effet de la médication avec l'activité physique, une optimisation du système dopaminergique. Alors, vous savez sûrement, ou peut-être lors de la dernière conférence, Dr. Chouinard vous a expliqué que c'est les neurones qui utilisent la dopamine qui sont principalement affectés dans la maladie de Parkinson. Alors, l'activité physique permet d'optimiser l'activité de ces neurones-là. C'est également une nouvelle très intéressante. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est vous aider avec mon plaidoyer à vous préparer votre plaidoyer en faveur de l'exercice. Alors, quels bénéfices l'activité physique peut vous apporter? Mais à vous. Alors, une option, c'est de retourner dans la liste puis de dire, bon, quels bénéfices me concerne. Moi, est-ce que j'ai une sensibilité aux maladies cardiovasculaires? Est-ce que j'ai une histoire dans ma famille? Est-ce que j'ai une tendance à l'ostéoporose? Mais aussi sur le plan plus personnel, qu'est-ce qui me motive? Est-ce que je suis plus jeune, je suis encore au travail, j'adore mon travail, je voudrais poursuivre de nombreuses années? Je vais choisir d'adopter un style de vie actif pour maintenir mon énergie, ma vitalité, pour travailler plus longtemps. Parfois, l'annonce du diagnostic, en moyenne autour de 60 ans, peut correspondre à l'âge de la retraite. Est-ce que j'avais des plans de voyage? Je veux regarder mon énergie, ma vitalité pour faire des voyages, découvrir le monde. Je ne veux pas laisser la maladie m'empêcher de réaliser ces rêves-là. Ou encore, j'ai des enfants qui viennent tout juste d'avoir des enfants, donc je suis une nouvelle grand-maman, un nouveau grand-papa et je veux garder toute mon énergie, ma vitalité pour profiter de mes petits-enfants. Ça peut être une raison qui vous anime. Alors, préparez votre propre plaidoyer pour soutenir votre motivation. Puis ensuite, on peut faire une autre liste. Quels sont les obstacles à la pratique de l'activité physique? Est-ce que c'est votre horaire? Est-ce que ça peut s'intégrer dans votre travail? Comment ça s'intègre dans vos loisirs actuels? Identifier les barrières, c'est souvent identifier des solutions pour devenir physiquement actif. Alors, conseil pour débuter un programme d'exercice, moi, comme kinésiologue, donc spécialiste de l'activité physique, je ne peux pas vous dire lancez-vous sans vous donner la recommandation. Allez consulter un médecin. Est-ce que votre corps est prêt tout de suite? Est-ce que attendre une semaine, 2 semaines, qu'une vieille blessure, peut-être une bursite, une tendinite, soit entièrement guérie? Est-ce qu'il y a des restrictions, en fait, qui pourraient retarder le début de votre programme? Êtes-vous en pleine forme pour commencer votre programme d'exercice? Alors, c'est important de savoir si on a une condition médicale qui demande certaines restrictions. L'autre chose que je vous dis, ça peut être une approche pour vous aider à débuter. Consultez un kinésiologue. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous consultez un kinésiologue, donc un spécialiste de l'activité physique, donc je suis kinésiologue, professeur au département de kinésiologie à l'Université de Montréal. Donc, c'est un spécialiste de l'activité physique. Kinésiologie, kin pour mouvement, logie pour science. Donc, c'est des spécialistes en sciences du mouvement. Ce que cette personne-là peut faire,
c'est vraiment l'évaluation de votre condition physique. C'est quoi votre condition physique à vous? Votre condition de départ avant d'entreprendre un programme. C'est la façon idéale d'avoir un programme personnalisé qui répond à nos besoins. Quel genre d'activité vous intéresse? Puis, on part de où pour débuter l'exercice? Puis cette personne-là, vous n'êtes pas obligé de la côtoyer de façon régulière. Elle peut faire un programme de départ, elle peut vous l'expliquer, vous expliquer comment bien faire les exercices de façon sécuritaire, et vous pourriez la revoir dans 3 mois. Lui dire, bon, mais là, moi, cet exercice-là, il n'est pas tout à fait encore approprié pour moi, il est devenu trop facile, ou on a changé de saison, j'ai envie de faire mes activités dehors, donc j'ai envie de changer mon programme. Les adaptations sont possibles, c'est quelqu'un qui va vous permettre de faire ces adaptations-là. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez privilégier de vous joindre à des groupes d'exercices, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de consulter un kinésiologue, même si ça confère certains atouts, parce que le kinésiologue, peut-être si je retourne à la diapositive précédente, sachez qu'il y a une fédération des kinésiologues du Québec, donc c'est des gens qui ont des assurances, qui ont un code d'éthique et qui vont agir comme des gens vraiment bien professionnels. Et évidemment, je suis obligée de vous dire que c'est probablement le cas dans toutes les universités, mais à l'Université de Montréal, ben, c'est moi la professeure. Alors, j'enseigne des cours qui traitent de la maladie de Parkinson. C'est quoi la pathophysiologie, les symptômes, quelles sont les recommandations, c'est quoi les données récentes, là, si on veut faire un programme qui représente un bon défi pour optimiser les bénéfices. Donc, il y a des kinésiologues qui sont spécialisés dans la maladie de Parkinson. Couramment, les étudiants me sollicitent pour développer leurs connaissances à ce niveau-là. Mais peu importe, ça c'est un choix personnel. Le plus important, c'est d'être actif, c'est de bouger. Il y a plein de façons de bouger. La première question qu'on se pose pour bien bouger, c'est, c'est quoi l'activité physique? On vient de regarder les Jeux olympiques. Ah, ben c'est pas vraiment pour moi, je suis pas une athlète. Moi non plus, je suis pas une athlète. Vous faites de l'activité physique dans le fond tous les jours. Mais d'en prendre conscience, c'est bien. Parce qu'on apprend à la comptabiliser, puis on en tire une certaine fierté. Donc, toute activité qui entraîne une dépense énergétique. Alors, ici, on voit un coureur, évidemment, mais ça peut être les activités de la vie de tous les jours. Ça peut être le jardinage. Cette activité-là, évidemment, on le voit bien, ça entraîne une dépense énergétique. Hein? Je marche, je force un peu, je dois garder ma stabilité posturale. Je fais une forme d'activité physique. Ça compte. Et c'est bien. La science nous montre aujourd'hui que toutes les petites périodes d'activité physique comptent. On va y revenir. Ça peut être des activités de la vie quotidienne tout simplement comme ça. Je suis debout au comptoir. Je dois maintenir ma stabilité posturale pendant que je fais d'autres activités. Ça sollicite les muscles stabilisateurs. Je fais une forme d'activité physique. C'est peut-être pas entièrement complet parce que je ne touche pas toutes les modalités d'exercice. On va y revenir. Mais c'est une forme d'activité physique. Je vais au travail. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je pourrais troquer ma chaise de bureau contre un ballon suisse. Être assis sur un ballon suisse demande des ajustements constants au niveau du tronc pour ajuster la posture. Alors, je peux travailler ma posture pendant que je suis au travail. Je reste conscient de l'alignement de mon tronc. Parce qu'aussitôt que je change l'alignement de mon tronc, oups, le ballon roule, oups, le ballon roule. Donc, ça me permet de rester toujours à l'affût de mes sensations en faisant de l'activité physique. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler plus en profondeur de comment on entraîne les modalités pour optimiser les bénéfices de l'exercice. Je vais donc parler de plusieurs modalités. J'encourage les gens qui veulent en savoir plus sur comment faire de l'activité physique à aller voir ma conférence Marcher sous la pluie. C'est un petit cours 101 sur comment en faire. Ici, j'ai envie d'approfondir cet aspect-là. Donc, on va parler d'exercices cardiovasculaires, d'exercices musculaires, de flexibilité et d'exercices sensorimoteurs. Une combinaison de toutes ces modalités-là dans votre semaine d'activité physique vous permet d'améliorer, d'optimiser les bénéfices de l'exercice. Alors, on débute par la première. Exercice cardiovasculaire. Tout le monde a entendu parler de ça. Les exercices qui font battre votre cœur. Maintenir ou améliorer la capacité cardiovasculaire, c'est votre objectif à travers ces exercices-là. Puis on va y arriver comment? On va y arriver, premièrement,
en augmentant l'intensité. Je l'ai souligné, c'est un aspect très important. La durée et la fréquence des exercices. Puis là, la question qui se pose toujours, c'est j'en fais-tu assez? Moi, j'ai envie de vous donner des repères. Les repères qui sont fiables, puis les repères qui sont moins fiables avec la maladie de Parkinson. Quand on est un athlète olympique, quand on est un jeune adulte, on utilise un repère qui s'appelle la fréquence cardiaque. C'est un repère qui devient moins fiable avec le vieillissement, puis avec la maladie de Parkinson, parce que souvent, la maladie est accompagnée de dysfonctions qu'on appelle autonomes. Hein? Les viscères, les battements cardiaques, les poumons. Ce qui fait en sorte que pour un certain niveau d'intensité, les battements cardiaques ne sont pas toujours un reflet qui est fiable du niveau de l'intensité de l'exercice cardiovasculaire. Alors, pour nous, ce n'est pas le meilleur repère. Maintenant, un deuxième repère pourrait être la transpiration. Dans la maladie de Parkinson, c'est également connu qu'il y a un problème de thermorégulation, donc de régulation de la température du corps. Pour un certain niveau d'exercice, à une certaine fréquence cardiaque, certaines personnes pourraient avoir une transpiration excessive alors que d'autres pourraient avoir presque une absence de transpiration. Alors, c'est un aspect important qui est un repère qui est moins fiable, mais on peut apprendre à se connaître. À un certain niveau d'effort, moi, j'ai un certain niveau de transpiration, j'ai une certaine fréquence cardiaque. Mais le repère le plus fiable pour vous, c'est l'essoufflement. L'essoufflement, on parle souvent du test de la parole. Êtes-vous capable de parler pendant que vous faites de l'exercice? Si vous êtes capable d'entretenir une conversation fluide pendant que vous faites de l'exercice, vous ne travaillez pas assez pour rentrer dans la fenêtre des bénéfices. Parce que pour obtenir des bénéfices, il faut imposer une petite surcharge à notre corps, aller au-delà de ce qu'on est habitué de faire. Vous êtes très habitué de marcher à cette vitesse-là et de parler? Ça ne vous impose plus de stress. Puis s'il n'y a pas un petit stress, une petite surcharge, bien, il n'y a pas de bénéfice. Ça vient avec l'activité physique. Alors voilà, il faut être essoufflé un peu. Et puis, évidemment, si vous êtes essoufflé au point de ne plus être capable de dire un mot, c'est trop élevé. Vous n'êtes pas non plus dans la bonne catégorie. Alors voilà, moi je vous présente ce qui s'appelle l'échelle de Bohr. On parle de l'échelle de Bohr modifiée, c'est une seconde version. C'est des critères de 0 à 10. C'est le même principe que l'échelle de la douleur. Vous allez à l'hôpital, de 1 à 10, combien vous avez mal? Là, vous dites, c'est subjectif. C'est un outil subjectif, mais quand on l'utilise de façon fréquente, ça peut devenir très fiable. C'est un outil pour apprendre à se connaître. Quand c'est 0, vous entretenez cette conversation-là fluide tout en faisant de l'exercice, vous n'avez pas de bénéfice. La fenêtre des bénéfices, là, c'est quand vous avez un score de 3 à 5. Vous devez reprendre votre souffle plusieurs fois pendant que vous faites de l'exercice, mais vous êtes encore capable de continuer de parler. Alors, il y a beaucoup de niveaux, mais l'idée, on est dans une tranche où on sent que c'est moyennement un peu difficile ou un peu difficile de maintenir la conversation. Habituellement, on est dans la fenêtre des bénéfices. Donc, c'est une échelle qui vous aide, qui vous donne des repères. C'est une échelle de perception de l'effort. Donc, qui est très, très appropriée. Alors, voilà. Ce qui est important, c'est de rester attentif aux sensations éprouvées. Moi, je veux que ça soit sécuritaire pour vous, mais en même temps, j'ai le goût de vous dire, allez-y, faites-en un peu plus, parce que vous allez avoir plus de bénéfices. Mais restez sensible à comment vous vous sentez. Voyons. Voilà. Augmentez progressivement l'intensité de l'exercice en restant attentif à vos sensations. Quand vous faites toujours le même exercice, vous faites le même trajet à la même vitesse, par exemple, en marche rapide, après un certain temps, vous vous rendez compte, mon Dieu, avant vous étiez essoufflé, puis là vous êtes capable de parler, puis vous avez rencontré toute votre fin de semaine sans jamais être essoufflé, bien vous avez eu des gains. Mais là, si vous continuez à faire ça, vous n'avez plus de bénéfices. Alors là, il faut augmenter. Il faut augmenter progressivement. Donc, c'est très important. Je suis pas les yeux. OK? Et l'idée, c'est d'arriver à développer vos sensations à un tel point que vous êtes l'acteur de votre programme individualisé d'exercice. J'ai cité quelqu'un, j'ai trouvé que c'était la phrase idéale,
There is no one-size-fits-all program. Il n'y a pas de programme qui va faire le travail pour tout le monde de façon équivalente. And all aerobic exercises, donc les exercices cardiovasculaires, options should be on the table. Toutes les options devraient être sur la table. C'est quoi les options quand on veut faire des exercices cardiovasculaires? Alors, je vous ai fait un petit tableau sommaire qui sont des recommandations pour les gens atteints de Parkinson par le American College of Sport Medicine. Alors, si on cible la tranche du milieu, où on parle d'une intensité modérée, il n'y a pas de pourcentage. Ce n'est pas le pourcentage de la fréquence cardiaque, c'est comment vous vous sentez essoufflé. Modéré, on va vous dire, hey, à cette intensité-là, pour avoir des beaux bénéfices, faites 5 jours et plus par semaine, 30 à 60 minutes. Mais si là, ça vous tente de pousser un peu la machine, vous avez fait de toute façon de l'activité physique. Ce n'est pas parce que vous avez le Parkinson que tout d'un coup, vous ne pouvez plus en faire. Puis même si vous n'en avez jamais fait, je vais revenir sur cette question-là. Vous voulez en faire un petit peu plus? Mais pour avoir les mêmes bénéfices, vous pouvez aller à une intensité un petit peu plus élevée, un petit peu plus d'effort, un petit peu plus d'essoufflement, mais vous pourriez diminuer la durée et la fréquence. Donc, 3 jours par semaine, 20 à 60 minutes. Alors, c'est à vous de moduler votre programme d'entraînement en fonction de la teneur en termes d'intensité que vous voulez donner à votre programme. D'autres options très intéressantes à l'heure actuelle, une combinaison d'intensité élevée et modérée. Vous pourriez faire ça 3 à 5 jours. Des intervalles. Est-ce qu'on a entendu parler de l'entraînement par intervalle? Il y a une superbe étude récente avec des gens atteints de Parkinson qui montre que, par exemple, un gros programme équilibré pourrait être, je fais un petit échauffement de 10 minutes. J'active mes muscles tranquillement. Mon entraînement, c'est vraiment le 40 minutes qui suit. Je fais 8 fois un intervalle de 5 minutes. Et dans ce 5 minutes-là, où est-ce que je m'entraîne réellement, je fais les 3 premières minutes à un niveau plus intense, où je suis plus essoufflée. Puis ensuite, le prochain 2 minutes, beaucoup plus modérément. On appelle ça une récupération active. Puis ensuite, je recommence. Donc, ces intervalles-là, c'est super. On peut faire des entraînements plus courts puis avoir d'excellents bénéfices. La science supporte totalement ça. Ça peut convenir à l'horaire de plusieurs. Souvent, c'est des entraînements qui peuvent être plus courts. D'autant plus que votre dernière option qui est présentée en bas, plus pâle, on peut aussi parler d'intensité forcée. Ce n'est pas nécessairement une intensité très élevée. On appelle ça forcé parce que c'est un peu plus que ce que vous faites habituellement. Donc, on parle ici, c'est seulement à titre d'exemple, d'une augmentation d'environ 30 de votre vitesse naturelle de marche. Vous marchez, vous faites de la marche rapide, allez-y, 30 au-dessus. On veut juste s'assurer qu'il y a une petite surcharge. Vous faites un peu plus que ce que vous êtes habitué pour expérimenter des bénéfices. Puis là, on parle de plusieurs sessions par jour. Ça peut être autour de 10 minutes. Vous allez au travail à pied, augmentez votre vitesse de 30 Sur l'heure du dîner, vous pourrez ressortir, faire un autre 10 minutes de marche. Puis ensuite de ça, sur le chemin du retour, un autre 10 minutes. La bonne nouvelle, la science supporte totalement l'idée que ça s'accumule et vous allez chercher des bénéfices. Alors ça aussi, ça peut se placer dans votre horaire, puis vous allez expérimenter des bénéfices sans sentir que vous faites un exercice qui est très vigoureux, si ce n'est pas ça qui vous branche. Voilà, les bénéfices. On entend parler des bénéfices depuis longtemps. Prévention des maladies cardiovasculaires, je le répète, amélioration des symptômes moteurs, si c'est la marche. Mais veut pas, c'est la marche. Hein? Il va y avoir une combinaison de facteurs. J'améliore ma capacité cardiovasculaire, cardio-respiratoire, mais j'ai plus d'endurance, j'ai plus de stabilité parce que mes muscles sont également renforcés, je diminue mes risques de chute. Donc, beaucoup d'interactions entre les modalités. J'améliore les symptômes non moteurs. Donc, l'amélioration des symptômes moteurs est très associée à la dimension cardiovasculaire à l'heure actuelle dans la littérature. Une amélioration des aspects cognitifs, de la dépression, du sommeil et de la fatigue, des données excessivement probantes qui vont dans ce sens-là. On est habitué de voir ces aspects-là. Maintenant, plus récemment, une étude en 2013, on parle de fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est les fonctions cognitives qui sont les plus altérées dans le vieillissement normal et dans la maladie de Parkinson. On va parler, cette étude-là a porté spécifiquement sur les fonctions
exécutive, la capacité d'organiser sa journée, de planifier. C'est un peu ce qui nous permet d'être fonctionnel dans la vie de tous les jours. Ça va dépendre aussi de notre mémoire à court terme, bien entendu, et de nos capacités attentionnelles. Il y a beaucoup d'interactions, mais des études très probantes qui ont porté spécifiquement sur les fonctions exécutives, on commence à en voir. Des résultats très forts. Ensuite, produit des effets neuroprotecteurs. Pour ceux qui ont vu la conférence, Dr. Chouinard a parlé de ça. Ça devient de plus en plus hautement démontré chez l'animal. On parle de neuroprotection, donc de protection des neurones qui sont altérés dans la maladie. C'est extrêmement important parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun médicament qui ralentit la progression de la maladie de Parkinson. Et là, si on parle d'effets neuroprotecteurs, ça pourrait être le cas. C'est le cas chez l'animal. Ce n'est pas encore démontré chez l'humain. C'est des données extrêmement encourageantes. Et la forme d'exercice qui a été utilisée chez l'animal pour démontrer ces effets neuroprotecteurs, c'est des exercices cardiovasculaires assez vigoureux. Donc, notre objectif, là, c'est de faire des exercices cardiovasculaires, d'être à l'écoute de son corps. Puis quand on sent qu'on s'est adapté, on va en faire un petit peu plus pour rentrer dans la fenêtre des bénéfices. Parce que c'est de ça qu'on veut se rapprocher. Ça, laissez-nous quelques années, la science va aller dans ce sens-là. Je suis assez optimiste. Les exercices musculaires. Évidemment, on veut se renforcer. Alors, maintenir ou améliorer la force ou l'endurance musculaire. Ben, on ne veut pas devenir des super-héros, mais on veut avoir plus d'endurance musculaire. Augmenter la charge, augmenter le nombre de répétitions et la durée totale ou la complexité d'un exercice permet d'améliorer la force. Alors, quand on parle de complexité, ça peut être avec un petit poids. On n'est pas obligé d'utiliser un petit poids. Ça peut être un mouvement contre la gravité. Ça peut être un mouvement monoarticulaire. Si on veut augmenter la complexité, les mouvements de la vie de tous les jours, c'est des mouvements multi-articulaires. On peut aussi changer de plan. Ça rend l'exercice un petit peu plus compliqué. C'est une façon d'augmenter la force. Et des journées non consécutives, c'est normal, hein? Quand on fait de l'activité physique avec un peu plus de force. Des fois, on a des petites, ce qu'on appelle des douleurs post-exercice. Alors, on veut se permettre une récupération, on veut espacer notre activité plus musculaire. C'est entièrement normal, même que ça nous procure un sentiment de satisfaction. J'ai fait de l'exercice, j'ai un petit peu mal, j'ai fait ce qu'il fallait. Si après 2-3 jours, 3-5 jours, la douleur persiste, allez consulter, c'est pas normal. La douleur post-exercice normale peut durer 2 à 3 jours. Alors voilà, on suggère quoi? Ben, on ne va pas chercher de la force maximale. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit à déterminer. Il n'y a pas vraiment d'études chez les gens atteints de Parkinson. On ne veut pas devenir des super-héros. On veut augmenter notre endurance musculaire. Alors, on va s'attarder à la catégorie modérée. On parle de 60 à 80%. J'ai mis un pourcentage parce qu'en général, c'est un pourcentage de notre force maximale, la plus grosse charge qu'on va lever. Mais on ne fait pas ce genre de test-là. On ne fait pas ce genre de test-là. On regarde ce qui est suggéré pour les activités modérées. On va dire 2 à 4 fois. Donc, des séries, 2 à 4 séries de 8 à 15 répétitions. Alors, si je prends une charge, puis je suis capable de faire le même mouvement, 8 à 15 répétitions, je suis dans la fenêtre des bénéfices. Si, rendu à 8, c'est trop difficile, je peux baisser la charge. Si j'en fais 15 sans problème, ça fait 4 séries, puis je suis encore capable de parler, d'avoir du plaisir, puis non, je ne suis pas dans la fenêtre. Il faut que j'augmente un petit peu la charge. Donc, on va toujours comme ça ajuster le programme pour aller en chercher encore plus. Et évidemment, si on est sédentaire, si on n'a jamais fait, aucun problème. On fait une répétition de 8 à 15. C'est bien pour nous. On a senti qu'on a fait un effort. Bravo. Demain, on verra si on peut en faire un petit peu plus. Alors voilà. Contracter vos muscles de façon répétée pour gagner de la force, ça va encourager quoi? Prévention de la perte de la masse musculaire. C'est normal avec l'âge. On perd de la masse musculaire, ça s'appelle la sarcopénie, de la densité osseuse, donc l'ostéoporose. Donc, ce sont ces exercices-là qui vont permettre des améliorations à ce niveau-là. Amélioration, maintien de la posture, de l'équilibre et la mobilité et prévention des chutes, tous des aspects qui nécessitent de la force. Voilà. Des données plus récentes. En 2016, amélioration de la lenteur motrice. Alors, pour certaines personnes, c'est une caractéristique importante dans la maladie de Parkinson. On parle de bradykinésie ou de lenteur motrice. Ce genre d'exercice-là
améliore la lenteur motrice. Amélioration continue durant 1 an et maintien 3 à 5 ans. C'est le résultat d'une étude récente excessivement intéressante, une des premières en 2016, étude longitudinale. On t'entraîne, c'est un programme qui a plusieurs modalités, mais avec une forte emphase sur l'exercice dit de résistance ou de force. On voit une progression pendant 1 an de tes améliorations, puis ensuite, on observe un maintien de 3 à 5 ans. OK? Et ils n'ont pas dépassé la fenêtre de 5 ans, juste parce que l'étude se terminait. Peut-être que c'est plus. Mais je voudrais souligner à quel point c'est un résultat extraordinaire. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'études longitudinales, mais c'est un résultat exceptionnel parce qu'on est en train de parler d'une maladie progressive. On s'attend à une perte progressive des capacités. Puis là, ce qu'on vous dit, il y a une amélioration progressive pendant 1 an, puis ça se maintient pendant 3 à 5 ans, alors que normalement, quand on va chez notre neurologue, on devrait sentir que nos capacités diminuent avec la progression de la maladie. Donc, c'est extrêmement encourageant. Ça va vraiment dans le sens d'un maintien des capacités. Ça ne veut pas dire que ça arrête la progression de la maladie, mais d'un point de vue des symptômes, ça permet le maintien de certaines capacités physiques. On parle de la mobilité, de l'équilibre, de la force de préhension. C'est des aspects qui étaient mesurés dans ces études-là. On va parler aussi d'exercices de flexibilité. On sait que la plupart des gens atteints de Parkinson ont une importante rigidité, un niveau de co-contraction qui rend difficile d'étirer les muscles. Donc, les exercices de flexibilité sont tout à fait appropriés. On parle aussi d'exercices de souplesse. On va parler d'un étirement statique, maintenir une amplitude de mouvement étendue. OK? Donc, maintenir une bonne amplitude de mouvement, comme ça, je la maintiens. À un niveau, on va revenir sur la question du niveau d'inconfort. On ne se blesse pas, mais on sent un petit étirement qui dépasse tout légèrement le confort. Étirement dynamique, ça peut être à l'intérieur d'un mouvement ample. On pourrait faire de la danse avec des mouvements amples et on améliorerait notre flexibilité. Alors, voilà ce qui est suggéré. Si vous voulez en faire plus, vous voulez lutter contre la rigidité, si vous le faites avec douceur, les risques de blessure sont minimes. Vous pourriez en faire tous les jours, une intensité élevée. Vous pourriez faire de façon statique. On va parler de passif ou actif. Comme ici, j'amène mon bras à mon niveau d'inconfort. C'est passif. Je le maintiens passivement. Je ne produis pas de contraction musculaire. Ici, je le fais activement. Et c'est moi qui produis la contraction musculaire nécessaire pour maintenir le degré d'étirement au point d'inconfort. Ça peut se faire de 30 à 60 secondes. Et on suggère, excusez, mon graphique est déplacé un petit peu, 60 secondes la durée totale. Si vous faites l'étirement puis vous le maintenez 30 secondes, faites-le 2 fois, vous allez atteindre le 60 secondes. Si vous voulez y aller avec une intensité modérée, pour être dans la fenêtre des bénéfices, 2 à 3 jours par semaine, modéré, on maintient l'étirement 10 à 30 secondes. Et ça peut aussi être des étirements dynamiques à l'intérieur d'une activité qui vous intéresse, comme par exemple la danse. Alors voilà, vaincre la rigidité musculaire, accroître l'amplitude des mouvements, favoriser l'exécution de certaines activités qui demandent évidemment l'étirement des muscles comme attacher ses souliers, de la colonne, des membres aussi. Voilà, amélioration de la flexibilité spinale, c'est pas une étude très récente. C'est juste que c'est tellement important que j'ai choisi ça. La flexibilité spinale, c'est la flexibilité du tronc. Ça produit des améliorations importantes sur la mobilité. Ça va être là pour attacher les souliers, pour faire des transferts de la position assise dans la voiture, à debout, sur une chaise, pour faire des rotations. On a besoin de flexibilité au niveau de la colonne vertébrale. C'est excessivement important. Et en dessous, c'est tout simplement les bénéfices associés. Amélioration de la mobilité en général, de la posture, de l'équilibre et des risques de chute. Dernière catégorie, des exercices sensorimoteurs. Je ne vous cache pas, c'est mes préférés. Ma recherche porte sur ces derniers-là. On va parler de motricité globale pour dire que ça sollicite les segments en général, les membres supérieurs, les membres inférieurs, le tronc. On va parler d'améliorer ou maintenir la coordination des mouvements. Puis là, j'ai mis intra, intermembre, séquence d'action. Intra, regardez bien, je fais juste un mouvement simple pour aller prendre une gorgée d'eau. J'ai fait un mouvement synchronisé et coordonné du déplacement à l'épaule
et au coude pour atteindre ma bouteille de façon précise. Ça peut être dans la boxe. Là, ça, c'est intramembre. Ici, c'est intermembre, les membres supérieurs. Je peux faire un jeu de pied compliqué. Bien là, ça va être dans la boxe. Vous n'êtes pas obligé de faire la boxe. Vous pouvez faire de la natation. Vous pouvez faire de la danse. Quand les membres supérieurs sont sollicités les deux en même temps, ou même les membres inférieurs, vous sollicitez la coordination intermembre. Ça peut se faire de plein de façons. On ne peut même pas lancer une balle sans avoir une bonne coordination entre les membres, puis un transfert de poids avec le tronc. Donc, en variant l'amplitude et la vitesse des mouvements, on impose un degré de difficulté plus élevé à la coordination motrice. Donc, je n'ai pas fait de tableau ici, mais c'est toujours les recommandations de l'American College of Sport Medicine spécifiques au Parkinson, 20 à 30 minutes, 2 à 3 fois par semaine, qui est recommandé. Motricité fine aussi, la dextérité des fois, qui nous rend la vie difficile pour, par exemple, attacher sa chemise, les boutons de sa chemise. Alors, même chose, que ce soit le tricot, la menuiserie, la musique, j'ai mis le piano, ça aurait pu être n'importe quel instrument, ou la peinture, n'importe quelle activité qui vous tient à cœur, qui travaille la motricité fine, va être bonne pour lutter contre des difficultés à ce niveau-là. Et puis là, ben, j'ai mis mon image préférée. J'espère vous en parler plus à détail dans une prochaine conférence. Mais j'utilise les mots du Petit Prince et je vous dis, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, ma recommandation maintenant, ça serait de vous dire, fermez vos yeux. Audience réelle et audience virtuelle, je vous surveille. Fermez vos yeux et prenez conscience des sensations de position de vos jambes. Est-ce qu'ils sont écartés, collés? Est-ce que votre tronc et vos cuisses ont un angle de 90 degrés? Est-ce que votre dos est droit? Vos épaules sont droites? Est-ce que vos coudes sont fléchis? Voyez à quel point vous n'avez pas besoin des informations visuelles pour faire ce constat-là. Et mon exemple, c'est toujours la conduite automobile. Quand vous conduisez votre voiture, moi, personnellement, j'espère vraiment que vous regardez devant, que vous ne regardez pas vos mains, que vous ne faites pas un calcul compliqué pour déterminer quelle sera l'amplitude de votre mouvement de bras pour faire votre virage au coin de la rue. Et j'espère vraiment que vous ne regardez jamais vos pieds pour déterminer où ils sont. Où sont les pédales et avec quelle force vous appuyez sur les pédales. Alors, tout ceci dépend des sensations de position et de mouvement qui sont les sensations qui m'intéressent, les sensations proprioceptives. Donc, un aspect capital pour la coordination des mouvements de la vie de tous les jours est invisible. Ça s'appelle la proprioception, la perception qui est propre au corps, ces sensations de position et de déplacement. Et la recherche menée dans mon laboratoire cherche à entraîner ces sensations-là pour les améliorer parce que nous avons démontré dans mon laboratoire, dans plusieurs autres laboratoires, qu'il y a des pertes avec l'âge et aussi avec la maladie de Parkinson en ce qui concerne les informations proprioceptives et qu'un entraînement à la proprioception, donc avec une très forte dominance sur la proprioception, permet d'améliorer. Alors, c'était des travaux subventionnés, entre autres par Parkinson Canada. Donc, c'est des exercices qu'on peut faire les yeux ouverts, puis ensuite les yeux fermés pour avoir une meilleure conscience du corps, se concentrer sur les sensations de position et de déplacement. Ça peut être assis, on peut faire des cibles sur le corps quand je me peigne, quand je me gratte, je n'ai pas besoin de voir. Hein? Puis si vous essayez de vous couper les cheveux dans le miroir, vous allez voir que c'est bien plus compliqué. C'est bien plus compliqué. Alors voilà, ça peut être se lever d'une chaise, les yeux fermés pour sentir le centre de la masse, pour sentir les appuis au sol. Ça peut être un exercice qu'on fait, évidemment. Ça prend de l'assistance, là. Je ne veux pas créer de chute, il faut rester sécuritaire. Ça peut être des mouvements de coordination. J'arrête quand mes deux bras sont devant moi. Je ferme les yeux, je me choisis une vitesse constante, puis j'essaie. On n'est pas parfait, hein? Faites-le chez vous. C'est pas facile d'aligner les segments, mais ça dépend entièrement des sensations proprioceptives. Alors, voilà. Amélioration de la précision des mouvements de bras. On a trouvé ça vers des cibles invisibles. Alors, pour ceux qui sont curieux, appelez-moi. On est toujours à la recherche de sujets dans le laboratoire. Amélioration de la stabilité posturale. Ça avait été démontré par un autre groupe, la stabilité statique. Nous, on fait une tâche un peu plus compliquée, qui est dynamique, qui ressemble plus à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours quand on se déplace. Il faut amorcer la marche, il faut arrêter la marche. Cette stabilité posturale en mouvement est excessivement importante. Et une question qui se pose, qui est très, très actuelle, le tremblement.
est-ce que cette perte proprioceptive pourrait aussi être à l'origine du tremblement parkinsonien? C'est une question qui est actuelle. Je n'ai pas mis de recherche. Pourquoi? Parce qu'aucune recherche qui a tenté d'élucider est-ce qu'on peut améliorer, diminuer le tremblement par un entraînement proprioceptif, mais c'est une porte qui est ouverte sur le plan de la recherche aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, j'approche de la fin, j'ai envie de vous dire optez pour la variété, pour vous garder motivé, mais aussi pour adresser toutes ces modalités-là qui sont importantes, que sont les exercices cardiovasculaires, les exercices en force, de flexibilité et sensorimoteur, incluant la proprioception. Donc, sélectionner une variété d'activités physiques permet d'entraîner chacune des aptitudes physiques ou modalités, rend le programme d'exercice plus attrayant, parce que la motivation, c'est très important, parce qu'on ne veut pas s'exposer au risque de l'inactivité physique. Favorise le maintien d'habitudes de vie physiquement actives, c'est ce qu'on veut, évidemment. Et mon message final, c'est lancez-vous des défis. C'est pas parce qu'on a un diagnostic, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on ne peut pas se lancer des défis. On est tellement fiers de soi à tout âge quand on relève des défis qui nous stimulent. Il faut identifier nos défis. Alors, je vous dis pourquoi pas la danse? Parce qu'il y a des données récentes scientifiques qui montrent que la danse comporte des bénéfices. En fait, c'est pas tout à fait la danse en tant que telle, c'est ce qu'il y a dans la danse. Bien, dans la danse, il y a des éléments cardiovasculaires, il y a des mouvements amples, donc la flexibilité. On peut se déplacer de façon plus rapidement, donc vraiment, là, on va solliciter plus le cardiovasculaire. On peut faire des grands mouvements de flexion, on peut répéter des mouvements de bras. À ce moment-là, on va travailler plus la force, on va travailler la flexibilité. Donc, il y a des études qui démontrent des bénéfices. On parle d'une amélioration de la coordination, évidemment, coordination intra-intermembre. Très important. Les séquences de mouvements que je n'avais pas parlé, ben, en Parkinson, il y a des évidences qui disent que c'est difficile de combiner des mouvements. Je marche pour me pencher, pour ramasser un objet, ben, on a tendance à s'arrêter, se pencher, amasser un objet. Mais dans le fond, si on veut être efficace et le faire plus rapidement, je pourrais marcher tout en me penchant, tout en allongeant mon bras, tout en ramassant l'objet sans jamais m'arrêter. Donc, plus de fluidité dans l'enchaînement des mouvements. On retrouve ça aussi dans la danse. Donc, amélioration des capacités cardiovasculaires et cognitives, parce qu'il y a des séquences à retenir, il faut être attentif à ce qu'on fait. Amélioration de la flexibilité, amélioration de l'expression faciale et de la modulation de la voix. La danse est souvent associée à des expressions. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des expressions faciales? On se trouve à étirer les muscles du visage. Ces muscles qui permettent l'expression, mais aussi la voix. Donc, ça a un impact positif sur la modulation de la voix. La natation. Vous avez toujours aimé nager, vous aimez encore ça? Superbe exercice sur le plan cardiovasculaire, sur le plan de la force, sur le plan de la coordination, de la flexibilité des mouvements amples. Ce que je voudrais ajouter ici, moi, c'est mon activité. Moi, je suis une grande hyperactive, je suis une grande tendue. J'ai l'impression que j'arrive à la piscine et mes poumons sont comme ça. Puis quand je ressors, ils sont comme ça. La natation nous oblige à moduler notre respiration. Et c'est très bien pour amener une flexibilité au niveau de la cage thoracique. Donc, expansion de la cage thoracique, diminution de la rigidité au niveau des muscles intercostaux. De nombreux avantages, de l'eau aussi, de l'aquaérobie. Vous pratiquez l'aquaérobie, donc des exercices debout qui sont en séquence, ça favorise la coordination, l'avantage de l'eau. Plusieurs piscines permettent d'ajuster le niveau du plancher, ce qui va faire varier le niveau de l'eau. Quand le niveau de l'eau est haut, ça vous donne de l'aide pour la stabilité posturale. Donc, c'est un support à la stabilité posturale. Quand le niveau est plus bas, le défi est plus grand. Ensuite de ça, quand vous faites des mouvements de bras ou de jambes contre l'eau, donc contre la résistance de l'eau, pas besoin de poids, pas besoin d'élastique. La résistance de l'eau est toute naturelle et sécuritaire. Donc, de grands avantages. Donc, amélioration de la coordination motrice et de la stabilité posturale, amélioration de la capacité cardiovasculaire, amélioration de la flexibilité et de la force musculaire sont les principaux grands avantages. Lancez-vous des défis, pourquoi pas le plein air? Vous êtes des amoureux du plein air, vous êtes de ceux qui respirent mieux aussitôt que vous vous retrouvez en campagne. Vous pouvez le faire chez vous, autour de chez vous. Vous pouvez le faire si vous êtes la Rive-Sud, au Mont-Saint-Bruno, à Montréal, au Mont-Royal.
marcher dehors sur un terrain accidenté qui monte, qui descend, où on doit constamment faire des ajustements au niveau des chevilles pour maintenir la stabilité, pour marcher sur une racine d'arbre, un trou. C'est excellent. Préférez-vous la marche nordique ou le canicross? Si vous choisissez la marche nordique, vous décidez d'impliquer vos bras de façon plus importante, avec des mouvements amples, avec une certaine force. Ça devient une activité plus complète qui sollicite plus le corps entier, ou vous êtes des amoureux du plein air, mais aussi des animaux. Optez pour le canicross. Vous pouvez prendre une marche avec un harnais, avec un chien. Là, vous avez toutes les difficultés du terrain escarpé, les montées, les descentes, les ajustements, mais aussi vous avez le chien. Le chien peut être une aide, il vous aide à avancer, mais il vous demande aussi de vous ajuster parce qu'il ne vous appelle pas, hein? Il ne vous appelle pas avant des fois de faire certains mouvements ou de changer un petit peu sa vitesse, mais la plupart des chiens sont habitués, ils ont une bonne vitesse, puis vous vous adaptez, puis vous développez une belle relation. J'ai mis une petite insigne, Kin Adapt, Kin pour kinésiologie, Adapt pour adaptation. Alors, il y a un centre spécialisé dans la région de Radun qui offre le canicross et la personne responsable est kinésiologue et il adapte donc les activités, particulièrement cette activité-là, aux gens qui ont des difficultés motrices comme dans la maladie de Parkinson. Donc, ça peut être une bonne adresse, sinon ça peut être n'importe quel centre de plein air autour de vous. Ici, vous allez trouver de l'assistance. Donc, amélioration de la coordination motrice, de la stabilité posturale, la proprioception, sentir le terrain, faire des ajustements fins, amélioration de la capacité cardiovasculaire, de la flexibilité et la force musculaire sont au nombre des bénéfices de ces activités-là. Lancez-vous des défis. Hein? C'est pas parce qu'on a la maladie de Parkinson ou qu'on vieillit que la dernière activité populaire sur laquelle les jeunes se lancent est inaccessible pour nous. Alors, voilà, la planche à pagaie. Vous aimez l'eau, vous n'avez pas peur de possiblement tomber à l'eau. Super, vous pouvez commencer à genoux pour sentir la stabilité. C'est des plateformes beaucoup plus stables que ceux qui sont utilisés pour la planche à voile. Ensuite de ça, il en existe des gonflables. S'il y en a qui ont peur d'une chute, habituellement, quand on tombe, on pousse la planche puis on tombe à côté. Puis comme un petit harnais là, à la cheville, la planche, elle part pas. Elle nous laisse pas tout seul. Hein? Elle nous suit. Mais à genoux, on peut sentir les ajustements au niveau du bassin. Puis ensuite, quand on ajoute la pagaie, oh, les ajustements posturaux qui vont aussi être plus importants. Alors, vous vous demandez qui est ce jeune homme qui a accepté de poser pour moi? C'est mon père, bien sûr. Mon père, qui aura bientôt 78 ans. Il n'a pas la maladie de Parkinson, mais il y a certaines problématiques au niveau de son dos qui lui rendent la vie quand même assez difficile. Lui, il a toujours aimé l'eau. Il a fait du ski nautique, de la planche à voile, mais ça fait bon nombre d'années qu'il n'en a pas fait. Puis là, on est arrivé hein, avec mon fils, 3 ans et demi, puis on a décidé que nous, c'est ça. Lui, il voulait faire la même chose que nous. Puis il a toujours aimé ça, les gadgets, les nouvelles choses. Il a embarqué là-dessus. C'est une découverte. Il n'a pas l'air malheureux, mais on voit qu'il force. On voit qu'il y a des ajustements. Je me place où sur la planche pour avoir la meilleure stabilité? Quel écartement de mes pieds? Quel niveau de flexion au niveau de mes genoux pour que je me sente capable de faire des ajustements? Oh, la pagaie, quand même, c'est une charge. Puis quand je force pour avancer, oh, ça me déstabilise, ça me désaxe. C'est un exercice pour la posture qui est magnifique. Alors, mon père était d'accord avec moi. Il a accepté que je mette la photo. Lancez-vous des défis. Voilà. Et pour ceux, les amateurs de yoga, il existe des planches faites pour faire du yoga sur les planches à pagaie. C'est ma filleule. Je vous parle de toute ma famille. C'est ma filleule Pamela. Elle adore le yoga. Puis de faire du yoga sur son lac en plein air, c'est le summum. Mais il existe des planches qui sont particulièrement stables, qui sont plus larges, qui ont un gros volume, qui permettent de faire même votre séance de yoga. Alors allez-y, tentez votre chance. Les chances sont que vous allez tomber à l'eau. Si vous détestez pas l'eau, ça peut être une super expérience. Alors voilà. Et dans la catégorie lancez-vous des défis, j'ai entendu parler de ce grand défi. Alors, j'ose le mentionner. Il y a des défis de toutes les tailles, pour toutes les personnes. C'est à votre convenance. J'ai donc entendu parler de l'histoire de François Guérin, qui a traversé le Canada à vélo et qui a fait une contribution
à la Fondation pour Parkinson Québec et qui était là aussi au défi vélo récent. C'est immense, mais il y a toujours un défi qui est à notre mesure et qui comble nos intérêts. Alors, je termine en disant, vous ne pouvez pas vous tromper. Suivez ces conseils, écoutez votre corps, vos sensations pour régler l'intensité de façon à avoir des bénéfices le plus possible. Amusez-vous, lancez-vous des défis. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Puis ça aussi, c'est supporté par la littérature scientifique. Que vous ayez toujours fait de l'activité physique, que vous commencez à 50, à 60 ans, les courbes montrent que vous rattrapez les performances de votre groupe d'âge peu de temps après que vous ayez amorcé un programme d'activité physique. Alors, merci pour votre écoute.